Alors, je suis né à Danville, dans le comté de Richmond, dans le canton de l'Est, évidemment, le 10e d'11 enfants. Mon père était marchand de bois, et puis mon grand-père paternel venait de ce coin-là, mais est venu coloniser un lot à 5 milles, à quelques milles de Danville. Et quant à ma mère, c'était la fille de Jacques Picard, qui a été député de Wolfe pendant 25 ans et qui restait à Wotton, une paroisse voisine de Saint-Camille. Ce sont évidemment mes origines, mais je veux signaler une chose, c'est que mon grand-père a 4 de ses fils qui sont allés dans l'Ouest, plus particulièrement en Alberta. Il est allé les rejoindre pour quelque temps, pour quelques années, avec ma grand-mère, et il a travaillé là-bas, dans la province d'Alberta, lotir un certain coin de l'Alberta, pas loin d'Edmonton. Et aujourd'hui, vous pouvez voir sur la carte routière le lac Miquelon, et si vous passez près de là, vous verrez une grande plaque sur la route indiquant « Parc national Miquelon ». Ce parc-là a été nommé en honneur de mon grand-père. Quant à moi, évidemment, j'ai fait mes études à Danville, et en passant, en même temps que Daniel Johnson, qui était à peu près 4 ans plus jeune que moi, mais les familles de Danville, je connaissais très bien. Alors, j'ai fait mes études primaires à Danville, et en 1917, mon père, qui était marchand de bois, est décédé, ce qui a obligé un peu la famille à déménager parce que les enfants, les plus jeunes, comme moi et 2 de mes frères, devions commencer nos études classiques. Alors, pour faciliter les études, ma famille a déménagé à Québec. J'ai fait mes études en droit à l'Université Laval, d'abord au séminaire, mes études classiques au séminaire de Québec, et ensuite mes études de droit à Laval, où nous étions peut-être 50 à 60 étudiants en droit à ce moment-là. Et j'ai été reçu avocat en 1934. Et en passant, j'ai été reçu avocat en même temps que Jean Lesage, qui a été mon alter ego pendant 11 ans. Dans ce sens que Jean habitait tout près de chez moi, à quelques 2000 du séminaire et de l'université, ce qui veut dire que pendant 11 ans, ou à peu près, nous avons fait 3 ou 4 voyages à pied pour se rendre à l'université ou au séminaire. Les études finies, j'ai essayé de gagner ma vie à Québec. Mais à ce moment-là, on se souviendra que c'était en pleine crise. Et même les avocats éminents gagnaient difficilement leur vie. Alors, j'ai tenté de pratiquer le droit au bureau de mon frère Paul, qui était déjà avocat, mais c'est évidemment que j'arrivais à rien. Alors, en 1937, j'avais un de mes frères qui était rendu à Val-d'Or pour y pratiquer le droit, qui avait été reçu avocat 1 an avant moi. Alors, il était à Val-d'Or, il m'a dit, bien simplement, il y a une place qui doit s'ouvrir bientôt, moi, l'article, seulement ça n'est pas prêt. Alors, si tu penses que tu peux y faire ta vie, bien, je t'avertirai quand ce sera le temps. À un moment donné, bien, il m'a appelé, il dit, j'ai entendu dire qu'il y a un avocat qui doit venir s'installer à Malartic, c'est-à-dire la future ville de Malartic. Alors, si tu tiens à venir, bien, t'es aussi bien d'y venir avant que lui ne vienne. Alors, quand je suis parti de Québec pour y faire un voyage simplement d'inspection, je suis allé en automobile avec un compagnon. Et là, évidemment, il n'y a pas de route qui part de Montréal jusqu'à l'Abitibi. Alors, c'est le grand détour. Ça veut dire Québec, Montréal, Ottawa, Anne Pryor, finalement North Bay, en Ontario. De North Bay, on longe l'Outaouais du comté ontarien jusqu'à Haileybury. Haileybury, on traverse à Notre-Dame-du-Nord, qui est dans le Québec, Témiscamingue. De Notre-Dame-du-Nord, on se rend à Rouyn-Noranda. Et même si je suis à 50 000 de Malartic, il n'y a pas de route pour s'y rendre. Il faut que je fasse le tour par Lassar, 50 000. De Lassar à Amos, 50 000. Et d'Amos à Malartic, 50 000. C'est un voyage de 850 000. Et quand je suis retourné pour une deuxième fois pour m'y installer à demeure, c'est le train canadien national, évidemment, qui passe par le Tchèque, qui prend 18 à 19 heures quand il est en temps. Et je vous assure qu'il est
plus souvent en retard qu'en temps, particulièrement l'hiver. Alors, quand tu arrives là-bas, tu vois ça, ces rues, les rues, ça n'est pas des rues, c'est de la boue. Particulièrement quand il y a plu le moindrement. Si on n'a pas une paire de bottes, on n'y va simplement pas. Alors, quand tu arrives de la ville où tu as eu tout ce qu'il y a de mieux, comme asphalte, comme route qui entoure la ville de Québec, tu te trouves définitivement dépaysé. Alors, je suis arrivé en 1937, et puis forcément, j'ai dû m'installer à Roque-d'Or. Roque-d'Or, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là la ville, pas la ville, mais l'endroit qui était tâtonnant à la future ville de Malartic, où étaient installés des gens en attendant que le gouvernement ait subdivisé les lots, que les lots soient vendus et qu'on puisse s'y installer à demeure. Quant à moi, je suis resté un an dans un shack en bois rond, pas d'électricité et pas d'eau. Je vous dis que quand on part de Québec, où on est confortablement chez soi, ça n'est pas tellement facile. Mais par contre, quand je me rappelle de l'année que j'ai passée là, c'est-à-dire 12 mois, c'est une chose que je n'oublie pas et que je ne voudrais pas oublier non plus. Alors, l'endroit que j'ai appelé Roque-d'Or tout à l'heure, tout aussi bien l'appelait par son nom, par lequel on l'appelait dans le temps, on l'appelait simplement Putinville. On disait, ben, je m'en vais à Putinville, comme on dit aujourd'hui, je m'en vais à Ville-Saint-Laurent ou je m'en vais à Charlebourg. C'est que, à ce moment-là, 90 des mineurs, il y en avait peut-être 400 ou 500, logeaient dans des bunkhouses. Ce sont des maisons bâties qui sont temporaires, où ils sont logés 2 par chambre. Alors, ces gens-là n'ont aucune place à aller. Alors, pas besoin de vous dire qu'ils ont certains désirs à combler. Alors, à ce moment-là, il y avait, à toutes les 2 fins de semaine, à toutes les payes, une dizaine de prostituées de Montréal qui venaient passer la fin de semaine et qui retournaient. En plus de quelques-unes qui étaient à demeure chez nous, c'est pour ça que les gens appellent ça Putinville. Et c'est ce qui est devenu plus tard. Finalement, quand on s'est installé en permanence, la ville de Malartic, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connue, une ville de 7-8 000 habitants pendant les années pendant lesquelles j'étais là. C'est l'histoire de ces débuts-là. Alors moi, je me suis installé finalement à demeure en 1938. Alors que j'ai pu louer un logement en 1938 à ce moment-là. Et j'ai pu fonder mon ménage. Et j'ai pratiqué ma profession jusqu'en 41, 42. Alors, à ce moment-là, il était question que les mines ferment. On sait qu'on était en guerre. Et puis, on a pensé, à un moment donné, recruter les mineurs pour les industries de guerre. Alors, pendant un an, je pense, les choses étaient incertaines. On se demandait si ça se passait ou non. Mais finalement, le gouvernement a décidé de pas compliquer les choses davantage et pas faire disparaître ces villes-là qui étaient Val-d'Or, Malartic, Rouen, Kirkland Lake, toutes celles qui dépendaient en somme des mines d'or. Alors j'ai fait ma vie là jusqu'en 1944, alors qu'est arrivé ce que j'appellerais un téléphone historique. J'ai fait la campagne pour l'Union nationale en 1944, dans Abitibi-Est. Dans mon coin, où j'ai eu pas mal de succès, dans la ville de Malartic, de Cadillac. Et on se rappellera que l'élection a eu lieu le 8 août 1944 et le changement de pouvoir le 31 août. Et à ce moment-là, les assises criminelles se tiennent dans les comtés ruraux une fois l'an, à date précise. Il arrive qu'en Abitibi, c'est le 9 septembre. Alors, le 31 août, le gouvernement change. Je suis chez moi vers 6 heures le soir, le téléphone sonne. Ma femme me dit, t'es demandé au téléphone. Alors, je prends l'appareil et j'entends, M. Miquelon, oui, c'est Maurice Duplessis qui parle. J'ai dit, qui? C'est le premier ministre qui parle. Je lui dis, à Charles, bon pas, là. Je suis après souper, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis convaincu que ce sont des amis que j'ai rencontrés à Val-d'Or l'après-midi qui veulent se payer ma tête. Je peux jamais penser pour un instant que le chef-lieu est à 50 000 de chez moi. Je suis un avocat, moi, qui a quelques années de pratique. Mais j'ai oublié une chose, c'est que dans la ville d'Amos, où il siège
de toutes les organisations gouvernementales, il n'y a pas un seul avocat qui soit de la formation politique de Duplessis. Oh, Maurice Duplessis n'était pas l'homme pour nommer un avocat de la Couronne qui n'est pas une union nationale. Alors, sans doute, c'est pour cette raison-là que j'ai été nommé avocat de la Couronne. Alors, j'ai été, évidemment, inutile de vous dire que l'avocat de la Couronne, dans le temps, c'est un prince. Hein? C'est lui qui mène le palais de justice, c'est lui qui mène la police provinciale, il est roi et maître. Alors, j'ai été avocat de la Couronne pendant ces années-là, de 44 à 48. Et en 47, j'ai eu un téléphone de Joe Bégin, qui me fait demander à Québec, puis c'est-à-dire que c'était en 48 ou fin de 47. Pour me dire, M. Miquelon, on cherche un candidat dans la BCBS. Et on me dit que vous seriez peut-être l'homme. J'ai dit, M. Bégin, je regrette seulement les distances qui nous séparent de Québec, que ce soit par Montréal ou par chemin de fer, sont des distances qui sont difficiles pour celui qui doit s'y rendre souvent. Alors, j'ai une famille, j'ai un bureau qui fait vivre ma famille. Alors, je vous dis simplement que toute chose bien pensée, je suis obligé de refuser. Alors, M. Bégin me dit, bien, M. Miquelon, si j'étais de vous, moi, j'irais donner mes raisons à M. Duplessis. Il est au courant de votre candidature possible. Et puis, je pense que vous avez des bonnes raisons, mais M. Duplessis, la mémoire longue pour ceux qui refusent de servir. Alors, il m'a ménagé une entrevue avec M. Duplessis. Je suis allé au bureau. J'ai vu M. Duplessis après la séance du soir à son bureau. Je lui ai donné mes raisons, la distance qui nous sépare de l'Abitibi à Québec, par chemin de fer, les heures longues, ma famille, j'ai 4 enfants, c'est mon bonheur, 3 ou 4 enfants. Et surtout, j'avais fait une promesse à ma femme de ne pas faire de politique active. Quand je l'ai mariée, évidemment, elle venait de Québec, elle connaissait mes penchants parce que j'avais des antécédents, évidemment, qui m'amenaient un peu à la politique avec mon grand-père. Alors, j'avais dit, bien, je te promets que je ne ferai pas de politique active. Alors, M. Duplessis, il dit, qui est-elle, votre femme? J'ai dit, une petite Turcotte, justement, de Trois-Rivières. J'ai dit, ses parents viennent de Trois-Rivières, c'est-à-dire ses parents, ses grands-parents, même un de ses grands-oncles qui était député de Trois-Rivières. Oui, j'ai dit, son père était assistant greffier du conseil législatif. Ah, il dit, ça doit être la fille d'un tel, puis la petite nièce d'un tel, puis l'arrière-nièce d'un tel. En somme, il connaissait son histoire définitivement mieux que moi. Alors, à ce moment-là, il a dit à Mme Cloutier, sa secrétaire, Mme Cloutier, appelez-moi non, Mme Miquelon. Alors, il a rejoint ma femme au téléphone. Et je dois dire qu'un quart d'heure après, j'étais devenu candidat de l'Union nationale. Et une de ses dernières raisons, je me souviens, je lui avais dit, mais M. Duplessis, je suis obligé de refuser pour les raisons que je vous ai dites, à part celle de ma femme. Mais il m'a dit, M. Miquelon, les sessions ne sont pas tellement longues, 2 mois et demi. Et dans votre coin, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire et j'ai énormément de choses à donner dans ce district-là, parce que j'admire le courage de ceux qui ont laissé le bas de la province pour aller ouvrir à la civilisation ce grand territoire qui est l'ouest du Québec, où il y a des ressources hydrauliques, ressources forestières et ressources minières. Et si vous saviez, je le vois encore avec ces yeux-là, si vous saviez comme la satisfaction à bâtir, à faire quelque chose. Me voilà candidat de l'Union nationale en Abitibi-Est en 1948. Et mes adversaires sont d'abord Henri Drouin, député libéral sortant, qui est revenu candidat libéral, et Jean-Robert Ouellette, un syndicaliste, grand gaillard, orateur à la Réal Cahouette. Alors, j'ai l'impression au début, et mes organisateurs aussi, que la lutte est assez serrée, que les 3 factions
sont à peu près également distribués quant aux voteurs. Alors, avec le temps, évidemment, nous avons réussi à faire une percée. Et finalement, au mois de juillet, je pense, 48, je suis élu avec une majorité de 2000 voix ou quelque chose sur Henri Drouin. Et me voilà député, enfin. Alors, le premier terme que j'ai exercé m'amène à Québec pas tellement souvent. Les sessions sont courtes, mais le travail, c'est surtout dans la région même et particulièrement dans le comté. Il y a des routes à faire, il y a des écoles à bâtir, il y a des hôpitaux à bâtir. Et je peux dire que mon premier terme a été assez fructueux. L'hôpital de Val-d'Or, qui avait été commencé un peu avant d'ailleurs, qu'on a complété. Il y a eu des écoles dans toutes les villes, particulièrement à Malartic, à Val-d'Or, à Amos, alors que la population, évidemment, grossit, particulièrement des jeunes, parce que les jeunes familles sont venues s'installer. Mais je peux dire que je faisais un bilan récemment de ce que... Même récemment, je regardais ça, j'ai tout ce qu'il faut ici. En 8 ans, mon bilan, 2 hôpitaux, celui de Val-d'Or, celui de Malartic, 53 écoles, un séminaire, une école d'arts et métiers, une école normale et l'électrification rurale dans les endroits les plus reculés ou à peu près. Évidemment, là, je couvre la période de 48 à 56, mais tout de même. Alors, je pense que quand on parle de grande noirceur, moi, je sursaute, hein, parce que la grande noirceur, en Abitibi, quand je suis arrivé, moi, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pratiquement rien. Et je pense que l'Union nationale, je dois dire à ce moment-là, Duplessis avait bien raison quand il a dit c'est une région que je n'entends pas négliger parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont fait des sacrifices énormes. Alors, ce qui m'amène à l'élection de 1952. Et mon adversaire à ce moment-là, c'est Paul-Émile Gagné, qui est ingénieur à la ville de Val-d'Or. Un homme qui est bien vu à Val-d'Or, mais pas tout à fait le genre de politicien. Je pense qu'on l'a peut-être présenté à la dernière minute parce que on n'en trouvait pas d'autres. À tout événement, ça n'est pas mon problème. J'ai eu une lutte assez facile et j'ai été élu cette fois-là, je pense, par 3000 voix de majorité. Et je me rappelle d'un incident que je vais vous raconter, c'est que j'ai été élu par 3056 voix. Et le lendemain, Duplessis me téléphone et j'entends dire que ton élection, il y a un recomptage chez vous, qu'est-ce qui se passe? C'était un fait aussi. C'est qu'il y a eu 28 000 $ de gagés sur une majorité de 3 000. Alors, les libéraux se sont dit, si on peut, par un recomptage, baisser la majorité en bas de 3 000, ce qui est toujours possible, ça fait un revirement de 56 000 $. Alors, le recomptage a eu lieu, présidé par Henri Drouin, qui était juge de la Cour supérieure, qui avait été mon adversaire en 1948, mais j'avais aucun doute sur le fait qu'Henri Drouin mettait de côté toute politique à ce moment-là, parce que c'était un gentilhomme que j'ai admiré toute ma vie. Je l'ai revu jusqu'à son décès il y a quelques années. Alors, j'ai été élu par 3000 voix de majorité, et puis me voilà parti pour un autre terme, et avec, cependant, un peu de nouveau. C'est qu'après mon élection, je suis fatigué, comme tous ceux qui finissent, évidemment, une campagne de 45 jours, et je m'en vais me reposer chez un de mes frères, près de Saint-Émile, dans le comté de Montcalm, dans un endroit tout à fait retiré, où il n'y a même pas de téléphone. Alors, je suis avec ma femme et 2 couples de mes amis, et je suis allé ce soir-là dîner dans un grand restaurant de Saint-Sauveur, et je reviens chez mon frère, et à minuit ou à peu près, et je rencontre sur la route, en arrivant tout près de son chalet, une voiture. À minuit du soir, ça me dépasse un peu.
Alors, je débarque et j'aperçois mon frère qui dit « Bonjour, bonsoir, monsieur le ministre ». Il m'apprenait en somme qu'aux nouvelles de Radio-Canada à 6 heures, M. Duplessis avait annoncé la nomination de 3 nouveaux ministres en remplacement des 3 ministres d'État qui avaient été défaits. Je veux tout de suite, évidemment, vous dire que quand on dit que M. Duplessis exigeait la démission écrite de ses ministres avant de nommer, vous avez la meilleure preuve que c'est un mythe. Je viens de vous dire que quand j'ai su que j'étais ministre, moi, il y a longtemps que Radio-Canada l'avait annoncé. Je l'ai su à minuit le soir, puis Radio-Canada l'avait annoncé à 6 heures. Alors, je suis ministre à ce moment-là, et j'ai fait voir à M. Duplessis qu'assister à la séance du cabinet à tous les mercredis, c'était passablement difficile pour moi, si je voulais continuer à m'occuper de mon comté. Parce que s'il faut me rendre à Québec le mercredi, il faut que je parte le mardi, je reviens le jeudi, ce qui me laisse peu de temps pour travailler dans un comté où il y a des besoins extraordinaires. Alors, M. Duplessis m'a dit à ce moment-là, ben, sois ici pendant la session, puis en dehors de la session, ben, contente-toi de venir toutes les 2 semaines, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial. Alors, c'est ce que j'ai fait de 52 à 56. Je me rendais à Québec, sauf à ce moment-là, pendant la session. Je me rendais à toutes les 2 semaines pour le Conseil des ministres. J'en profitais, évidemment, pour faire mes propres affaires. Alors, il n'y a rien eu d'extraordinaire de 52 à 56, sauf qu'à ce moment-là, c'est là qu'il s'est donné le gros coup dans le comté d'Abitibi-Est avec la construction de ces écoles, l'hôpital d'Amos et la multiplication, évidemment, de l'électrification rurale dans les paroisses les plus reculées. Je pense qu'en 56-57, je peux dire que le comté d'Abitibi-Est était électrifié. Alors, ceci m'amène évidemment à l'élection de 56, l'élection marquante de ma carrière pour l'excellente raison que mon adversaire à ce moment-là est une personnalité bien connue, non seulement de la région, non seulement de la province, mais même du Canada. Parce qu'en 1962, il faut se rappeler que Réal Cahouette, avec ses créditistes, a tout de même fait élire 26 sièges à l'élection nationale. Alors, Réal Cahouette, c'est un phénomène. On l'appelle d'ailleurs le phénomène Cahouette. Sa carrière a pris naissance dans Abitibi. À ce moment-là, Réal Cahouette est pensé qu'en Abitibi, par définition, ceux qui habitent l'Abitibi ne sont pas les gens les mieux partagés. Ce sont des colons et par définition, évidemment, ils vivent du gouvernement. Ce sont des gens faciles à exploiter. Et je pense que Réal Cahouette, à ce moment-là, a tout de même réussi, pendant qu'il était à Ottawa, à faire avancer certaines choses. Mais ma conviction personnelle, c'est que Réal Cahouette a été plutôt démagogue. C'est ma façon de voir, moi. Alors, me voilà, à ce moment-là, face à Réal Cahouette en 1956, parce que René Hamel, député de Saint-Maurice, a réussi à faire comprendre à M. Lapalme, pas le faire comprendre, à insister pour qu'on amène Cahouette, parce que si Cahouette est candidat dans un comté quelconque de la province, à ce moment-là, il essaye évidemment de dire à M. Lapalme que dans les autres coins du Québec, que ce soit dans le Lac-Saint-Jean, que ce soit dans le bas du fleuve, que ce soit dans le canton de l'Est, ça lui amènera probablement aux libéraux les votes des créditistes. Alors, on verra facilement que c'est une erreur monumentale que d'ailleurs Lapalme a regretté amèrement. Alors, Réal Cahouette contre moi, mon Dieu, mathématiquement, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Si j'ai des libéraux contre moi, si j'ai les créditistes contre moi, est-ce que je passais à travers? Alors, au début de ma campagne, je vois les choses en noir. Mais tout à coup, j'y pense. Je vois des libéraux qui viennent me voir et qui disent « Ben moi, M. Miquelon, je ne suis pas une Union nationale. Seulement avant de voter Cahouette, avant de voter pour un individu, évidemment, qui nous arrive dans le Parti libéral parce qu'il est imposé, avant de voter Cahouette, je voterai Miquelon. » Alors, ça a été la réaction de plusieurs libéraux, bons libéraux. Je ne parle pas des purs et durs, évidemment, qui sont restés à Cahouette,
Et quant à moi, évidemment, j'ai recruté à ce moment-là une partie assez importante des libéraux qui m'ont permis d'être élu. De 56 à 59, après ma victoire contre les Alcahuètes, il n'y a rien eu d'extraordinaire, sauf que j'ai continué à travailler d'arrache-pied pour développer, compter en route, en pont, école, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu deux événements, cependant, en 59, que je tiens à souligner. Un événement malheureux et un événement qui aurait pu l'être. L'événement malheureux, c'est qu'au mois de mai 59, je projette un voyage de pêche avec 4 de mes meilleurs amis de Malartic, un médecin, 3 hommes d'affaires. Et le 15 mai, on m'appelle pour me dire, ben, venez pas, parce que le lac Quévillon, sur lequel est aujourd'hui, tout près duquel aujourd'hui est située la ville de Lebel-sur-Quévillon, que le lac n'est pas calé. Alors, on remet notre voyage une semaine plus tard. Et je vais raccourcir cet événement-là parce que vous conviendrez que c'est des choses dont j'aime autant ne pas me souvenir trop souvent. Alors, nous sommes là et nous sommes à revenir la pêche sur le grand lac Quévillon, un lac de 4000 par 8000. Et quand on est surpris par une tempête qu'on n'a pas vu venir à temps. Alors, c'est du vent, c'est de la pluie, c'est des éclairs, c'est le tonnerre. Alors, celui qui dirige notre embarcation s'empresse de se diriger vers le bord du lac. Mais juste avant d'arriver à quelques 800 pieds, l'embarcation dans laquelle nous étions coule et je me dirige au plus vite à la nage vers le bord et je vois mes 3 compagnons qui restent accrochés au canot. Il est évident, évidemment, qu'à ce moment-là, l'hypothermie les gagnera et de fait, les 4 se sont noyés, sauf le guide qui s'est sauvé. Alors, vous comprendrez que je ne vais pas insister davantage. C'est une époque, encore une fois, que je n'aime pas me rappeler, mais que je tenais à souligner. Et quelques mois plus tard, alors que j'ai nommé solliciteur général, mes électeurs de Chibougamau veulent marquer cet événement-là et m'invitent à un banquet. C'est le 4 décembre 1959. C'est après la mort de M. Duplessis, j'y reviendrai tout à l'heure. Les gens de Chibougamau veulent souligner ma nomination récente comme solliciteur général. Alors, moi, comme je suis l'euro de la fête, je dois me rendre, j'y passe, évidemment, je passe par le Québec, je me rends en voiture, tandis que ceux qui viennent me rejoindre, mon épouse, ma secrétaire, 2 journalistes, doivent faire le trajet de Val-d'Or à Chibougamau par avion. Alors, l'avion décolle de Val-d'Or à 2 heures. Je les attends à Chibougamau à 3h30, 4h. 3h30, pas d'avion. 4h, pas d'avion. 5h, pas d'avion. 6h, pas d'avion. Finalement, à 7h, je reçois un téléphone de radar de Sainte-Terre me disant qu'en fait, ils ont vu disparaître de l'écran un avion parce que moins de 1500 pieds, je pense que le radar ne peut pas les déceler. Alors, à ce moment-là, je reçois un téléphone de Val-d'Or me disant, bien, ici, même s'ils ont tenté de rentrer, on nous apprend que c'est impossible à Rouen, c'est impossible à Hurlton, et nous avons l'impression qu'ils sont simplement dirigés vers le nord pour faire un atterrissage forcé. Alors, à ce moment-là, la télévision de Montréal a annoncé l'incident, la disparition de ces gens-là, et j'ai reçu un téléphone de Paul Sauvé, qui est à ce moment-là premier ministre, qui m'a dit qu'il avait communiqué avec les gens d'Ottawa et qu'on verrait dépêcher à Val-d'Or des avions de Trenton pour faire des recherches. Alors, quant à moi, j'ai traversé de Chibougamau à Val-d'Or par chemin de fer, puisqu'il y a un chemin de fer à ce moment-là, même s'il n'y a pas de route, et j'arrive à Sainte-Terre le lendemain matin. Et j'attends les nouvelles, évidemment, de l'aéroport de Val-d'Or. Les avions de Trenton sont venus et n'ont pu décoller samedi matin parce que la température ne le permet pas.
Alors, c'est vers midi, alors je suis dans un hôtel à Sainte-Terre, que les gens de Sainte-Terre m'apprennent en fait qu'ils viennent de trouver l'avion et qu'il y a 7 personnes qui circulent. Ce qui veut dire que l'avion s'est posé sans qu'une égratignure n'ait été subie par l'un ou l'autre des occupants. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'avais toutes les raisons au monde de me trouver chanceux encore une fois. Alors, au point où j'en étais là, évidemment, je viens de parler de l'accident de mon épouse, qui s'est bien terminé. Et j'ai parlé également de la perte de mes 4 amis lors de ma excursion de pêche. Et le 7 septembre 1959, je suis actuellement chez moi quand je reçois un téléphone à 7h30 du matin pour me dire que M. Duplessis, qu'on savait malade, à ce moment-là, on nous avait annoncé qu'il était à Shefferville, qu'il avait été terrassé par une crise cardiaque. On m'apprend sa mort. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, c'était un choc. Parce que pour moi, ça a été un peu un père. Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand et moi étions sensiblement 15 à 20 ans plus jeunes que l'âge moyen des députés. Et inutile de vous dire que pour nous autres, M. Duplessis a été un père. Moi, j'ai été l'objet de certains égards, certaines attentions. J'allais, par exemple, aux séries mondiales, alors que les meilleurs billets m'étaient fournis par M. Duplessis. Il m'a invité à l'accompagner à une partie de hockey à Québec à quelques reprises avec mon épouse. Quand il appelait en Abitibi, qu'il avait à me parler, il ne manquait jamais de demander à parler à ma femme. Tous les petits égards, Yvan, qui font qu'on s'attache à l'homme. Et quant à moi, j'ai une admiration sans borne pour cet homme-là. Et je pense que ceux aujourd'hui qui se plaisent encore à ternir un peu sa mémoire n'ont aucune raison de le faire. Et dernièrement, j'avais l'occasion d'aller à la radio lors de l'émission de Gilles Proulx, alors qu'on a dit énormément de bien de Duplessis. Il est peut-être un peu tard, mais n'importe. Alors, après la mort de Duplessis, les ministres se sont réunis. Inutile de vous dire que, d'emblée, la candidature de Paul Sauvé était retenue. Alors, le soir de notre retour à Québec, après les funérailles de M. Duplessis, il y a eu évidemment Conseil des ministres et ensuite caucus. Et après le caucus, Paul Sauvé m'a dit « As-tu ta voiture? » J'ai dit « Oui. » À ma grande surprise, il m'a demandé pour aller le reconduire au Château Frontenac. Et en cours de route, il m'a dit, mercredi prochain, fais venir ton épouse, te sermente comme solliciteur général. Ah, j'ai dit, écoute, Paul, je le tutoyais parce que nous étions assez intimes. Paul était sensiblement de mon âge, quelques 3 ans de différence. Alors, j'ai dit, j'en ai fini. Ça fait 12 ans que je suis en politique. Mon épouse a fait sa part. Mes enfants grandissent, sont d'âge universitaire avant longtemps. Alors, j'ai décidé, à toute fin pratique, de finir mon terme et de retourner à la pratique du droit. Ah, c'est ton choix. Quelques semaines plus tard, il me fait demander, il dit, que tu le veuilles ou non, là, je t'assermente comme solliciteur général mercredi prochain, tu te représenteras aux prochaines élections, j'ai aucun doute que tu seras élu et je le serai également. Et à ce moment-là, tu veux partir, tu m'en parleras, on en discutera. Alors, j'ai été assermenté comme solliciteur général au mois de novembre 1959. Et j'ai fini la session qui s'est ajournée pour les fêtes. Et comme on le sait, le 2 janvier au matin, la télévision nous annonçait le décès de Paul Sauvé. Dans quelques mois, 2 grandes figures de l'Union nationale nous laissaient. Alors, il fallait à ce moment-là nommer un chef. Et
Je me rappelle qu'à ce moment-là, on s'est réunis chez Paul Dauzois à Montréal, et le choix s'est finalement arrêté sur la personne d'Antonio Barrette. Il est de retour à Québec. La nomination de M. Barrette a été confirmée. Et à ce moment-là, M. Barrette me demande, puis il me dit, ben Jacques, tu vas remplacer Paul Jovet, qui est ministre du Bien-être social et de la famille. Ben, je dis, M. Barrette, non, selon moi, j'ai accepté, mais après y avoir bien pensé, c'est un ministère assez difficile, parce qu'à ce moment-là, on se prépare à présenter la loi qui donnera finalement aux provinces le bien-être social. Alors, comme je n'ai pas tellement d'ambition, que je suis bien près de Jean-Jacques Bertrand, qui lui en a, je dis, Jacques, est-ce que tu serais intéressé à ce bien-être, au ministère du bien-être et de la famille? Jean-Jacques me dit, bien, sûrement. Alors, j'ai dit, si tu veux bien, on va aller rencontrer M. Barrette. Et s'il n'a pas d'objection, on fera un changement, j'irai aux Terres et Forêts où tu es, et tu prendras le ministère de Sauvé. Alors, on rencontre Barrette au château le même soir. Barrette me dit, si vous entendez, quant à moi, je n'ai pas d'objection. Alors, ça, c'est le mercredi soir. Et la sermentation du nouveau cabinet doit avoir lieu le vendredi. Alors, à mon bureau, le jeudi matin, je vois mon secrétaire qui dit, M. Miquelon, avez-vous pensé à ça? Vous allez aux Terres et Forêts, alors que tous les gens vous demandent des concessions forestières. J'ai rendu que les barbiers, les chauffeurs de taxi, on veut des concessions forestières parce qu'on sait qu'en Abitibi, il y a du bois. Et vous vous retranchez toujours derrière le refus du ministre des Terres et Forêts qui dit, bien, c'est pas moyen. Alors, j'appelle Joe Bégin, qui est ministre de la colonisation. Je lui explique mon point de vue, mais Joe Bégin dit, moi, je n'ai pas d'objection. Alors, tu vas aller à la colonisation, puis bon, je vais aux Terres et Forêts. Mais le vendredi matin, à 7 h, la sermentation est à 10 h, Bégin m'appelle. Il dit, coudonc, j'ai pensé à ça, là. Un nouveau ministère, moi, quand je suis organisé, mon ministère est bien organisé, je m'en occupe presque pas. Alors, malheureusement, je dois retirer ce que je t'ai dit. Alors, dans quelques jours, je suis donc passé par 3 ministères. J'étais d'abord ministre pour remplacer Sauvé, je suis devenu ministre pour remplacer Bertrand. De Bertrand, je suis allé à la colonisation, et de la colonisation, je suis revenu aux Terres et Forêts. Alors, je suis donc ministre des Terres et Forêts, à compter évidemment de 7 ou 8 janvier 1960. Et je m'occupe de mon nouveau ministère. Mais la session débute début de février. Je défends mon budget relativement facilement parce que j'ai eu, évidemment, Gérard Delévesque, qui est un gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration et avec qui j'étais passablement ami et qui m'a appelé pour me dire simplement, Jacques, je te préviens, là, c'est moi qui critique les Terres et Forêts et je vais te questionner sur telle chose. C'est une chose que tu apprécies énormément. Alors, rien d'extraordinaire jusqu'à ce que M. Barrette décide de la date des élections. Je pense que c'était au début juillet ou à peu près. Alors, me voilà en campagne électorale à compter du mois de fin d'avril. Et mon adversaire est Lucien Clich de Val-d'Or, un avocat de Val-d'Or qui a une excellente réputation, bien vu dans le comté, particulièrement à Val-d'Or. Alors, je sais que je n'aurai pas une lutte facile. À tout événement, M. Barrette est invité chez nous et nous organisons à ce moment-là, à l'Aréna de Val-d'Or, une assemblée monstre. Et M. Barrette se présente à 7h15, 7h30 à l'aéroport et je lui fais part de mon programme. Une grande parade, grande assemblée où on a réussi peut-être à réunir 7 à 8 000 personnes. M. Barrette me dit non. Moi, M. Miquelon, j'ai mon itinéraire et je n'entends pas y déroger. C'est quoi votre itinéraire, M. Barrette? Je m'en vais à mon motel, je fais une visite à mon compagnon de Joliette, qui est curé de Val-d'Or, Monseigneur de Forêt.
J'arrive à l'Assemblée à 9h moins quart, Assemblée qui commence à 8h. Je fais mon discours et je salue la foule et je me retire. J'ai dit, M. Barrette, évidemment, on avait une parade. La parade a eu lieu, mais sans M. Barrette. Et ensuite, j'ai dit, M. Barrette, vous allez parler de quoi ce soir? Bien, je vais parler des finances de la province. Je vais parler de la question des universités, qui était en suspens depuis longtemps et qui a finalement été réglée sous d'abord M. Sauvé, que j'ai finalisé. J'ai dit, M. Barrette, vous êtes ici dans un pays de mineurs, d'agriculteurs, de colons. Parlez-leur d'hôpitaux, parlez-leur d'écoles, parlez-leur de routes, parlez-leur de ponts. Alors, M. Barrette a fait son discours. Il a parlé des universités, comme il me l'avait dit. Il a multiplié des millions, additionné des millions, au point où même j'en ai perdu mon latin. Alors après, M. Barrette, après son discours, s'est élégamment mis sa grande chape sur ses épaules et a traversé les foules. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais énormément désappointé. Et après cet incident-là, j'y suis allé avec beaucoup moins d'ambition. Je ne cherche pas à expliquer pour ma défaite, loin de là, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis allé après ça, comme je disais tout à l'heure, avec moins d'ambition. Et je me suis fait battre à ce moment-là par le Saint-Clich, par une majorité d'environ 800 voix. Désappointé, oui, quand on a fourni 12 ans de travail, c'est normal. Mais par contre, à ce moment-là, j'en avais assez de politique. Ma famille vieillissait, ma femme particulièrement avait dit, t'as fait ta part, il est temps que ça cesse. Alors, à ce moment-là, je suis retourné à la pratique du droit. J'ai fait comme tout le monde. Évidemment, il faut s'attendre, quand on est en politique, il faut s'attendre un jour à se faire battre. Il y en a qui durent plus longtemps que d'autres. Mais d'une façon générale, quand on a fait 3 termes, on peut dire qu'on a fait sa part. Alors, je suis retourné à la pratique du droit à Malartic et à Val-d'Or. J'ai ouvert un bureau à Val-d'Or où j'ai joint certains avocats qui étaient là, de mes amis, et nous avons formé une étude jusqu'en 62, alors que le plus vieux de mes fils devait entrer à l'université. L'une de mes filles était aux études à Montréal. Alors, j'ai pensé qu'à ce moment-là, il valait mieux déménager, ce que j'ai fait au mois de mai 1962. J'ai laissé l'Abitibi en leur disant que j'avais passé là 25 années extraordinaires dans un pays extraordinaire, au milieu de gens extraordinaires, mais que je laissais avec regret et pour me servir d'une expression de René Duval, avec la poudre d'or dans le nez et du jus d'épinette dans les veines. Ce sont les deux industries principales de l'Abitibi, évidemment, les mines d'or et la forêt. Alors, je suis arrivé à Montréal au mois de mai, j'ai ouvert une étude avec quelques clients seulement, mais je me disais, comme bien d'autres, je finirais probablement par y trouver ma place. Alors, j'ai développé une pratique qui m'a fait vivre à ce moment-là. Alors, on se rappellera qu'en 1962, René Lévesque était à ce moment-là ministre des Richesses naturelles sous le gouvernement Lesage, prônait l'étatisation des compagnies d'électricité. Et finalement, le Parti libéral a décidé de faire une élection surprise, élection comme qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a eu lieu au mois de novembre 1962. Alors, je suis à Montréal à ce moment-là, membre du Club Renaissance, et j'entends faire ma part dans la ville de Montréal, dans la mesure où je peux. Et je reçois un téléphone de Daniel Johnson, qui est chef d'opposition, qui a été choisi chef d'opposition lors d'un congrès de 1961, alors qu'il y a eu une lutte serrée entre Jean-Jacques Bertrand et Johnson. Alors, Johnson me demande chez lui, alors il me dit, j'ai un service à te demander. Quoi? Je
je voudrais que tu retournes te présenter en Abitibi-Est. Je dis, Daniel, ça n'a pas de sens. Je suis rendu à Montréal, j'ai ouvert une étude, j'ai 5 enfants aux études, le plus vieux à l'université et le plus jeune au jardin de l'enfance. Alors, vois-tu le sacrifice que tu me demandes là? Ça n'a pas de sens parce que si je retourne me présenter là-bas, je suis obligé de dire aux gens de l'Abitibi que je suis élu, que je retourne rester ici. Parce que je ne vois pas les gens de l'Abitibi se satisfaire d'un député qui reste à 350 000. Alors, je dis à Daniel, ben voici. Daniel, évidemment, me dit, Jacques, on a absolument besoin de ça, parce qu'il nous faut prendre toutes les chances possibles. Donc, j'ai juste pas le temps d'y penser, puis on va en parler. Évidemment, il faut que je consulte mon épouse. Alors, je reviens chez moi. Là, les téléphones abondent. Entendu, Jean-Jacques Bertrand est le premier. Les téléphones de l'Abitibi, d'Amos, de Val-d'Or, le Malartic, Plèbe. Je vois facilement que c'est organisé. Cet événement, après une fin de semaine de réflexion avec mon épouse, qui n'est pas tellement heureuse, j'ai dit, ben, je n'ai pas le choix. On est soldat ou on ne l'est pas. Alors, j'accepte et je retourne me présenter en Abitibi, où je fais une campagne pas tellement agréable, à l'automne. Rien de bien drôle. Alors, j'ai été battu, je dis heureusement, ce qui m'a permis de retourner à Montréal, mais par quelques voix seulement. Alors, après ma défaite en 60, évidemment, je suis retourné à la pratique du droit en Abitibi. Et j'ai beaucoup plus de temps libre, c'est évident. Et les mines m'ont toujours dit quelque chose. Alors, avec 3 ou 4 de mes amis de Malartic, j'ai décidé de m'intéresser aux mines. Alors, nous piquetons des claims, comme tout le monde, c'est-à-dire nous le faisons piqueter. Alors, pour raccourcir l'histoire, il arrive par hasard que nous découvrons ce qui est devenu une des meilleures mines d'or d'Abitibi. Et je ne rentrerai pas dans le détail, c'est trop long. Et cette mine-là était en opération de 1963 à 1994. Elle a eu une vie d'à peu près 30 ans. Et finalement, elle a été acquise, elle a été acquise par American Barrick, comme on le sait, qui est une des compagnies qui s'occupe des mines d'or les plus importantes au monde. Alors, à ce moment-là, ben, il s'agit de mettre ça en production et il nous manque environ 2 millions. Alors, à ce moment-là, je viens à Montréal, je n'ai pas tellement de contacts, mais je vois des gens qui ont des contacts, qui s'occupent d'essayer de trouver ce montant-là chez le capital canadien-français. Mais c'est toujours la même réponse. Ah, ben les mines, c'est risqué, on ne veut pas risquer notre argent là-dedans. Finalement, c'est Bronfman qui consent à nous prêter 2 millions. Mais à quel prix, par exemple? Nous avions à ce moment-là des actions qui nous avaient été données pour le terrain. M. Bronfman nous a dit, ben, si je vous prête 2 millions, vous comprendrez facilement que moi, je tiens à avoir le contrôle de la compagnie. Il a fallu lui céder à ce moment-là nos actions à compte très intéressant pour lui. Je ne m'en plains pas cependant parce que ce que nous avons pu récolter à ce moment-là, comme produit finalement de notre découverte, il s'agissait de gains qui n'étaient pas taxables. À ce moment-là, je disais que ça a été le coût de ma vie, en somme, financièrement. Je suis rendu à Montréal, et plus ça va, évidemment, plus ma clientèle grandit, de sorte que je fais assez facilement ma vie. Les honoraires des compagnies de Montréal ne sont pas celles de l'Abitibi, évidemment. Et en 1966, arrive l'élection. Alors, comme tous les autres, je suis membre du Club de Renaissance, je vois Johnson, qui est chef d'opposition, je lui offre mes services. Finalement, je suis sur le comité de finances, chargé de recruter, pas de recruter, mais solliciter des, solliciter des souscriptions en Abitibi. À la grande surprise d'une grande partie de la province, arrive-t-il pas que Daniel Johnson devient premier ministre du Québec, après 6 ans de régime de Lesage. Alors, à ce moment-là,
Je suis invité par des avocats de réputation à joindre leur étude. Il s'agit de Jean Bruno, Duluth, qui est aujourd'hui juge de la Cour supérieure, Côté, Tremblay. Nous avons une étude de 7-8 avocats assez importante. Et inutile de dire qu'un changement de gouvernement apporte énormément d'ouvrage quand, évidemment, il s'agit d'avocats qui ont appuyé l'Union nationale. Alors là, je travaille de plus en plus. Et Jean-Jacques Bertrand, qui était à ce moment ministre de la Justice, m'offre de monter sur le banc. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, je vais continuer. Je suis encore jeune. Je pense que je vais continuer la pratique du droit, que j'aime. Mais en 1968, à ce moment-là, je trouve que le travail est trop absorbant. Alors, je vois Jean-Jacques Bertrand, je lui dis, si il y a une vacance en quelque part, je suis peut-être intéressé. Et c'est là que je deviens juge à la Cour du bien-être social. Un travail que j'ai fait pendant 10 ans de temps, que j'ai aimé énormément. Je pense que il y a des moments difficiles à cette cour-là. On le comprendra facilement à cause des jeunes qui viennent devant nous, avec leurs parents, des scènes déchirantes. Mais je pense que celui qui a fait de la politique a développé une psychologie un peu particulière. Il est habitué de voir des gens avec des problèmes. Je pense qu'il est probablement celui qui peut faire le meilleur travail auprès de cette cour. Alors, je suis resté jusqu'en 1978, alors qu'on a amendé, à ce moment-là, la loi du tribunal pour déjudicialiser le système, et on a affaire aux juges qui avaient 10 ans de pratique de prendre la retraite. Alors, en 1978, j'ai donc pris ma retraite. Et depuis ce temps-là, depuis 20 ans, j'ai tâché de rester le plus actif possible. Je pense que c'est cette façon-là que les gens doivent prendre s'ils ne veulent pas vieillir trop vite. Alors, voilà le traité. Et j'ai lu en quelque part « Planifier votre retraite ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire rester actif. Et c'est une chose que je n'ai pas oubliée. Mes occupations, toujours les mêmes, mais des occupations à la journée longue. D'abord, je dois dire que je fais du bénévolat. J'en fais moins maintenant parce que j'ai vieilli. Je suis rendu bientôt à 88 ans. Mon bénévolat consistait surtout à faire de la musique. J'ai toujours aimé le piano et je suis allé pendant des années dans des foyers d'accueil, chez les vieilles gens, les faire chanter, les faire danser, des choses que j'aimais autant qu'eux autres. J'en fais moins, mais j'en fais un peu. Mais c'est surtout, évidemment, les activités sportives. Je suis un amateur de baseball, je vais de temps en temps au Palais olympique. Amateur de golf surtout. Du golf l'été, ici à Rosemère, au club de golf Rosemère, près de Montréal. Et l'hiver, évidemment, je passe quelques mois en Floride. Ça veut dire que j'ai des activités sportives 12 mois par année. Et je passe évidemment quelques heures à la lecture. En somme, je me suis arrangé pour ne pas perdre une minute. Et j'espère que j'en ai encore pour quelque temps. Quant au reste, ben mon Dieu, je veux vous dire que ma vie a été marquée par la chance. Je dis la chance avec un grand C. Et je résume dans quelques mots. Quand j'ai été nommé avocat de la Couronne, c'est parce qu'il n'y a pas d'avocats bleus qui sont à Amos. Quand, évidemment, plus tard, je deviens ministre après un premier terme, c'est uniquement parce qu'en Abitibi, où il y a tout de même 4 comtés, il n'y a pas de représentant au conseil exécutif. Un peu plus tard, je suis chanceux quand moi, je me sauve d'une noyade. Je suis chanceux quand ma femme sort, évidemment, de situations quasiment miraculeuses. Alors, je suis chanceux parce que je me fais battre en 60, ce qui me permet de m'occuper de mine, ce qui ne serait jamais arrivé autrement. Alors, qui m'a valu, comme on l'a dit tout à l'heure, une réussite un peu extraordinaire. Alors, et depuis ce temps-là, ben, je vis comme un homme qui aurait probablement
tout ce qu'il faut pour faire une vie très active. La maladie ne m'a jamais tellement frappé et ça me permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de m'occuper de tous mes loisirs à volonté. Alors, en plus de toutes ces activités-là dont je viens de parler, je suis très bien entouré par ma famille. J'ai 5 enfants, 4 qui sont à Montréal, un qui est à New York depuis plusieurs années, un économiste. J'ai également des petits-enfants qui m'entourent. Alors, j'ai eu en somme une belle vieillesse. Et j'espère que j'en ai encore pour quelques années. D'ailleurs, une question de longévité dans ma famille. Chose extraordinaire qui serait peut-être, qui mériterait peut-être dans le livre Guinness, c'est que l'an dernier, j'avais 86 ans, j'avais encore mon parrain et ma marraine qui vivaient. Il s'agit de ma sœur, Mme Bourbeau, Antoinette Bourbeau, qui est morte l'an dernier à 99 ans, et de mon frère Paul, juge, qui demeure à Québec, qui vit encore, qui célébrera ses 98 ans dans 2 mois. Alors, en passant, Mme Bourbeau est la mère de Monique Landry, qui est ministre à Ottawa dans le gouvernement de Mulroney, et également la mère d'André Bourbeau, qui est encore député à Québec, et qui est député de la Porte, et qui a été ministre des Finances dans le cabinet de Daniel Johnson. Alors, j'espère que ça me permet de souhaiter qu'il me reste encore quelques belles années à vivre. Jusqu'ici, avec toutes ces activités-là, j'ai essayé de ne pas vieillir trop vite. Mais malheureusement, on ne se moque pas impunément des années et vient un temps où ça nous accroche. C'est évidemment la mémoire qui flanche, ce sont les mots les plus communs qui ne remontent plus à la surface. Comme vous avez peut-être pu le voir, sans doute, c'est les chaînes qui plient, c'est les os qui craquent, mais c'est ça. Mais il reste une chose, cependant. Paraît-il qu'on peut empêcher de vieillir. C'est le siège de l'amabilité, de l'affabilité, de l'amour, de l'amitié, du don de soi-même et de l'humour. Ça, c'est le cœur. Paraît-il que celui-là, on peut l'empêcher de vieillir. Jusqu'ici, il ne m'a pas fait faux bon. Et j'espère que j'en ai encore pour quelques années. Je vous remercie.